Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez pu le voir, le live a été coupé. Donc, là, c'est pour ça qu'on enregistre l'émission de notre côté. On la mettra du coup, vous la voyez sur YouTube. Euh, bon, on va pas faire la présentation, on a juste Louis qui est déjà avec nous. On va Ouais. faire son interview directement. Euh, mais juste avant, c'est parti pour le sommaire. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission French Talk, let's go. On va commencer comme d'habitude avec quelques news dans le JT d'Aurélien. Ensuite le retour du basket enfin, donc le retour des résultats de la semaine avec un focus sur Monaco Po. Nous irons du côté de la Pro B avec en l'absence de Flavien, Antoine qui nous parlera de ses tops et flops de la semaine. Puis pour finir notre focus Made in French Talk et le All-Star Game LNB avec l'équipe française. Avant de finir l'émission, Colin, dans son flashback, nous ramènera sur l'année dernière. Passez une bonne émission, à la semaine prochaine l'équipe. Voilà l'équipe, plutôt une petite belle émission ce soir. Euh, L'émission va commencer du coup avec l'interview de Louis qui va être faite par Antoine. Salut Louis, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va impeccable. Ça a été ta journée? Ouais, tout s'est bien passé. Bon, de toute façon, actuellement, je suis blessé, donc c'est du repos et soins Ouais. cliniques. Bon, faut laisser le temps pour revenir en bonne forme. Exactement, ouais, exactement ça. Déjà je voulais te remercier déjà d'être avec nous. C'est Bah, gentil y a pas d'avoir de quoi, accepté. y a pas de quoi. Et merci de m'avoir proposé déjà et bah, le plaisir est partagé. Merci. Du coup, je vais t'expliquer. Du coup, c'est Antoine qui va te faire 11 petites questions. Ok, ça marche. Et après, c'est moi qui va te faire un petit jeu. Donc je vais t'expliquer après. Mais là, je vais te laisser Ok. du coup entre les mains d'Antoine. Vas-y Antoine, je te laisse la main pour l'interview. Bah, merci Aurélien, salut Louis, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Du coup, ouais, 11 petites questions et puis après je te laisserai entre les mains d'Aurélien, en espérant que tout se passe bien. Ça marche. Du coup, première question classique, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, bah alors, je m'appelle Louis Ruclin. J'ai 22 ans, je joue au basket depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé vers Murnagh, le village s'appelle Murnagh. C'est à la frontière suisse, près de Bâle pour ceux qui connaissent. Et ensuite, j'ai commencé du fait que mon père était entraîneur dans ce club. Ensuite, mon grand frère a suivi la voie et moi, ainsi de suite. Et après, je suis allé sur Mulhouse, puis Strasbourg, où j'ai fait une longue partie de ma formation. Et j'ai fait une année au Mans, où j'ai été prêté par Strasbourg. Et là, je suis arrivé à Lille il y a 2 ans. Et là, c'est ma deuxième année à Lille. Ok, bah écoute, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc bah justement, tu viens d'en parler, tu disputes ta deuxième saison avec le LMB. Comment tu te Ouais. sens à Lille? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tout roule? Ben ouais, tout se passe bien honnêtement. Moi déjà premièrement j'aime bien la ville. L'environnement c'est vrai que c'est important. Pour un sportif de haut niveau, il n'y a pas que le terrain. Et les coéquipiers, il y a une bonne ambiance et honnêtement on s'entend vraiment bien. Et il y a un bon groupe. Et du coup, non je regrette pas d'être venu du tout. Eh ben écoute, t'anticipes même sur les prochaines questions, donc c'est parfait. Euh, Par rapport à l'équipe justement, après ce début de saison, est-ce que les objectifs de l'équipe ont changé? Bah à vrai dire, je pense que les objectifs de début de saison, ils étaient élevés, mais c'est toujours encore dans nos têtes. Mais après, ouais, ils ont légèrement changé, mais dans nos têtes, on a toujours encore comme objectif d'avoir l'objectif de début de saison. On va pas, après, faut pas se voler la face non plus, mais faut être ambitieux en fait. Euh, enfin, on en a parlé du coup tout à l'heure, t'es sur la touche en ce moment, une petite blessure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Rien de grave, Euh, on te revoit bientôt sur les parquets, j'espère? Bientôt, un petit moment quand même, ça va durer un petit moment, c'est-à-dire 4, 5 semaines environ. Et on verra bien. Mais ouais, c'est vrai que c'est une blessure qui est musculaire. Après, ça arrive.
j'essaie de pas me morfondre sur ce sort. C'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, je pense tout de suite à déjà comment je vais revenir, que ce soit mentalement et physiquement, et après, me préparer au maximum pour rejoindre le groupe assez rapidement. Un groupe en plus, ouais, donc comme on l'a dit, qui vit bien. Est-ce que tu as l'impression que le LMB a passé un cap sur les derniers matchs À mon avis, le cap, il a été, même si malgré la défaite, il a été passé quand on a joué contre Denain à l'extérieur. Malgré la défaite, et ben là-bas, il y a eu un déclic et très clairement, depuis ce match-là, je pense que ouais, le cap, il a été passé. Parce que là, vous êtes allé chercher une grosse performance à Blois, qui était invaincu Ouais. depuis plus de 13 mois en plus à domicile, en championnat. Ah ouais? Donc ouais, en championnat, ça faisait plus de 13 mois qu'ils n'avaient pas perdu à domicile, donc bah Ouais, c'est vrai. félicitations à l'équipe. Bon, t'étais pas sur la feuille de match, mais je pense que Ouais. t'as eu ton rôle à jouer quand même dans le groupe là. Bah ouais, plus ou moins, j'ai envoyé un message de bon courage avant le match, donc j'espère que ça les a boostés. Après, ouais, bah, félicitations à eux, je leur dirai. Euh, donc, un petit peu plus personnel maintenant sur ton profil. Comment t'as vécu en arrivant à Lille la marche entre le championnat espoir et le championnat pro? Bah, à vrai dire, ouais, c'est vrai qu'il y a une différence. Déjà, au niveau de la densité physique, c'est clairement plus physique en Pro B. En espoir, on va dire que si tu sors du lot physiquement, ouais, tu peux dominer grâce à ça. Après, en Pro B, il faut trouver, on va dire qu'il faut rajouter des atouts à ton style de jeu si tu es athlétique, parce que ouais, ça suffit plus. Et après, dans le sens où la pression, il y a plus de pression parce que le championnat espoir, tu finis dernier, tu finis dernier. Alors que là, si tu es dans le bas de tableau, tu joues avec la pression parce qu'il faut remonter au classement. Également parce que toi, tu veux faire une bonne saison personnelle et envisager d'autres choses, sachant que en plus je suis jeune, j'ai des ambitions. Et ouais, la pression et la densité physique, je dirais. Et justement, est-ce que justement ça fait partie de tes objectifs justement de gérer ce gros côté, ce côté all around, j'ai envie de dire, parce qu'en Pro B, comme tu l'as dit, il faut un peu de tout, il faut un peu faire de tout. Est-ce que ça fait partie de tes objectifs personnels vraiment de te renforcer là-dessus? Ben, honnêtement, oui, ça fait partie de mes objectifs perso, mais après, faut savoir qu'en général, euh, bah, un pro, il a très clairement quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. Et après, plus il a d'atouts en plus, mieux c'est. Mais en général, soit c'est un shooter, soit c'est un joueur d'écran, soit c'est un joueur de 1 contre 1. Il a un truc qu'il gère parfaitement, c'est pour ça qu'il est dans cette équipe-là. Et après, bah, tu fais l'équipe en fonction des joueurs que tu as. Mais ouais, c'est un objectif d'acquérir, bah ouais, je vais pas me le cacher, un meilleur shoot, un shoot plus constant. Et bah après, une fois que tu as la menace au tir et en percussion, bah, c'est difficile à défendre. Ouais, en plus, justement, bah, t'as encore anticipé sur ma prochaine question. Euh, L'année dernière, t'étais accompagné à la main notamment d'un excellent shooter, Michael Todd. Euh, Est-ce que, on voit que tu prends de plus en plus de shoots cette saison, même à 3 points. Et est-ce que justement c'est lui qui t'a permis d'explorer peut-être ces facettes que ton profil slasher t'avait plus, laissé de côté ou... Bah honnêtement, c'est même pas forcément lui qui m'a permis de me libérer de tenter ses shoots. C'est plutôt moi personnellement, j'ai eu un déclic et travaillant avec une coach mentale que bah, en soi, ok, il y a des gens de l'équipe qui sont là pour shooter, mais ça veut pas dire que je ne sais pas shooter. Et Ouais, donc même si il y a des attentes, toi tu dois faire ça, 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 on reste des joueurs pros et je shoote pas depuis hier, donc c'est juste ouais un déclic très clairement personnel où je me dis que ben, c'est un shoot à prendre et ne pas me cacher derrière ma force parce que les mecs ils s'adaptent, maintenant des fois ils reculent, ils passent en dessous, donc si tu sanctionnes dès les 2 premières actions, c'est différent. tu travailles beaucoup d'ailleurs, j'ai l'impression sur tout ce qui est
réaction de l'adversaire, mental. Justement, tu parlais d'une coach mentale, c'est ça, enfin, qui t'a Ouais, c'est accompagné? ça. Ouais. Exactement. Ouais, ben, depuis que je suis arrivé à Lille, la première année, j'ai pas vraiment été en contact avec, c'est plutôt ouais, là sur la deuxième année. Et ouais, bah, je travaille avec elle et honnêtement, bah, c'est un, c'est une plus-value. Et c'est bah, pour les sportifs, c'est un truc qu'il faut pas forcément négliger. Même si tu penses, bah, mentalement, tu penses être bien, mais des fois, ça va te créer un déclic sur deux, trois choses. Et ce déclic, peut-être, en fait, c'est un détail. Et c'est les détails qui font bah, qu'un joueur se développe ou a une meilleure progression, que ce soit plus rapide ou une progression dans un secteur où il s'y attendait pas. Bah écoute, une petite question un peu plus, ouais, centrée encore une fois sur toi. Si tu devais te décrire en 3 mots sur un terrain de basket, qu'est-ce que tu choisirais? Si je devais décrire, si je devais décrire quoi? Et si tu devais te décrire toi, enfin ta Ah, personnalité sur le terrain de basket. athlétique, euh, energizer et hum, calme et posé aussi. Bon, j'en utilisais quatre, mais calme et posé. Ouais, bon, on va faire l'exception, ça, on te donne un petit Allez. joker, hein. Et bon, du coup, t'as déjà répondu un petit peu à la question des objectifs tout à l'heure. Mais est-ce que, enfin, t'as des objectifs vraiment avec, enfin, toi-même, des objectifs vraiment personnels que t'as envie d'accomplir dans les années, dans les même les mois qui arrivent, vraiment ou... Ah oui, à court terme, c'est rejoindre la Jeep Elite et à long terme, c'est un grand club européen. Ok, eh ben écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, j'ai envie de dire. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon bah voilà, je vais laisser Aurélien continuer parce que en plus je pense que tu vas regarder le match ce soir si je dis pas de Ouais, bêtises donc je veux pas trop te prendre exactement. ton temps. Ah non, t'inquiète, pas de souci. Bon voilà, merci beaucoup en tout cas Louis. Merci à toi. Bon, du coup, bah merci Louis pour tes réponses. J'avais une D'accord. petite dernière question pour toi, pour les fans de Lille, c'était un petit mot pour eux. Bah, honnêtement, j'espère les revoir bientôt dans les gradins parce que clairement, ça nous manque. Et bah, j'espère que de leur côté, tout se passe bien malgré cette période difficile qui est le Covid. Bah, écoute, un petit Ah, mot précis. j'ai juste une petite question ouais, pour toi aussi, Louis. Parce j'ai cru voir un bout de la chevelure de Jean-Victor Traoré là, un moment derrière toi. Ouais, c'est ça exactement, il est Et là. Vous voulez que je l'appelle? bah non, mais c'était juste pour savoir quelle relation justement il y avait entre les joueurs qui sont un peu plus expérimentés dans l'équipe de Lille et toi qui encore dans la fougue de la jeunesse, si on peut dire ça comme ça. Bah, honnêtement, au niveau des joueurs expérimentés à Lille, bah, ouais, honnêtement, c'est vraiment des bons gars, très clairement. Ils vont savoir quand recadrer les joueurs et savoir quand bah, on peut déconner. Et personnellement, moi, avec Jean-Victor, là actuellement, je suis chez lui en plus pour la semaine et du coup, on a vraiment une bonne relation. Entre lui et moi. Et bah, ça, c'est arrivé. Je pense que dès que je suis arrivé, on s'entendait bien. Après, ça a continué. Ça Ok. marche. Moi justement, pour continuer là-dessus, euh, est-ce qu'il y a est-ce que tu as vu avec l'arrivée de Gaylor un petit changement ou pas dans l'équipe? Euh, un changement au niveau... Bah ouais, bah déjà, bah, c'est un bon gars. Et dans le vestiaire, honnêtement, dès le début, on s'entendait bien avec lui, comme s'il était là depuis quelques années. Et ouais, bah, c'est clairement un bon gars. Et sur Ok. le terrain, il donne des conseils parce que ouais, il a un bon CV quand même. Et il donne des conseils, que ce soit aux jeunes, que ce soit à d'autres joueurs, sur des fois sa façon de voir les choses. Et ouais, c'est un gars intéressant et un bon gars. Ok, bah, merci pour tes questions. Voilà, je pense qu'on a fini pour les questions. Merci à toi. Il n'y Du a pas coup, de comme quoi. je t'ai dit, on va finir sur un petit jeu, sur du D'accord. coup, le face à face. Donc, Ah, en fait, je vais la règle est simple. Je vais proposer deux choix, mais il faut en choisir qu'un seul. Ok? d'accord. Et ça, il faut que ce soit rapidement, il faut que ce soit au tac. T'as droit à un joker. Ok, bon, c'est parti.
Alors premier choix, Lomé ou Strasbourg? Strasbourg. 3 points ou dunk? Dunk. Crosser un adversaire ou marquer du milieu de terrain au buzzer? C'est un adversaire. Bon choix. Monter en Jeep Elite avec Lille ou signer dans un des grands clubs en Jeep Elite? Andy Pellit avec Lille. Gagner le concours à 3 points au All-Star Game ou gagner le titre de MVP du match All-Star Game? Titre de MVP. Champion ou MVP l'année? Champion. En termes de marque, Nike, Adidas ou Jordan? Nike. Les joueurs, Shaq ou Kobe? Vous voyez la relation avec Jean-Luc. Vous voyez on va par le monde entier, ça. Salut Jean-Vic. Salut. Du coup on continue. Les joueurs en duo, Shaq, Kobe ou LeBron Wade? Shaq, Kobe. NBA ou Euroleague? NBA. Twitter ou Instagram? Instagram. Série ou film? Série. Et pour finir, rap US ou rap FR? Rap US. Ok, bien joué. T'as utilisé ton joker aussi, bien joué à toi. Et pour la dernière question d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu genre le genre de musique que tu écoutes, tout ce qu'il y a dans ta playlist en ce moment? Bah, comme il a dit, rap US, honnêtement, il y a presque que ça. Des fois, un peu de rap français, c'est-à-dire, vraiment de temps en temps, mais sinon, rap US. Et après, des fois, des sons commerciaux, ouais, comme tout le monde, quoi. Et Checkways, ça te dit quelque chose ou pas? Ouais, qui signe à Paris. Ouais, et tu connaissais, tu t'écoutais un petit peu avant ou pas du tout? Ouais, il y avait des sons en featuring avec les gars. Bah, on t'espère un petit show à la mi-temps à Lille-Paris ou pas J'espère surtout qu'on va battre Paris au match retour. Pour Flavien, pour Flavien. Ah En ouais. fait, t'expliques d'habitude dans notre équipe, il est pas là ce soir, il y a celui qui gère, il est au Paris Basketball. D'accord. Ouais, Ok, ça c'est va. bien, tu le mets lui un petit tag comme ça, le mec, il est pas là, c'est pour lui ça. J'ai fait involontairement, mais c'est fait. Bah écoute, merci Louis pour tes réponses, bien joué pour le face à face. Bah, merci à vous. Merci à Merci vous d'avoir, appelé. merci d'avoir accordé ton temps surtout. Merci à toi. Y a pas de quoi. Actuellement, j'en aime beaucoup. Et du coup, t'as un pépin à quel niveau? C'est musculaire ou... Ah ouais, c'est fracture musculaire, non, c'est musculaire au moyen fessier. Ouais, vous me posez pas la question de comment c'est arrivé. C'est arrivé. Ok. Bah écoute, bah, on va te laisser, on va pas te prendre plus de temps que ça, donc voilà, on te remercie, merci beaucoup à toi, et puis on te souhaite le meilleur là, pour la suite de la saison, bien sûr. Merci à vous. Bonne continuation à vous également. Est-ce Et, que tu as merci. un pronostic pour le match de ce soir ou pas? Bah, moi, je suis pro Barça. Ah. Mais voilà, quoi, faut pas se donner la face. La qualification, ça va être compliqué, mais on va gagner, ça c'est sûr. Ça marche. C'est Mohamed Barro qui doit être content là, non? Il te chambre pas un peu là? Bah, en fait, bah là, j'ai plus trop de contact avec lui, mais ouais, il doit être content. Ah. Bah voilà, bah Louis, merci, et puis bah on te souhaite une bonne soirée, et à très vite, Merci j'espère. à vous. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée Louis. Salut, Merci. vous aussi, vous avez kiffé. Très C'est bien souriant. marrant, ouais. Ouais, super cool. Bon écoute, du coup bah maintenant on va passer directement, on va pouvoir commencer l'émission avec les news, donc c'est parti pour les news. Encore une, mais c'est complètement dingue. Donc voilà, on va commencer du coup l'émission avec les news. 3 news cette semaine encore, 3 petites news comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir donc sur la LNB TV, sur Bronzy Colson et sur Laurent Le Gam. Et on va commencer directement du coup avec la LNB TV. C'était la news de cette semaine. LNB TV qui est dispo sur mobile, donc sur iOS et Android, pour le suivre sur tout partout où vous voulez. Donc plutôt une bonne nouvelle. Je vous ai même fait un petit sondage sur Twitter avec que pensez-vous de LNB TV et est-ce que vous l'utilisez pour votre club de cœur ou pour d'autres matchs.
Et à 71%, vous avez répondu super. 21% moyen mais j'utilise. Et 7% les bugs me dérangent. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques affaires là cette semaine sur le week-end là, avec beaucoup de bugs et quelques matchs qui ont on a loupé la première mi-temps, des trucs comme ça. 0% pas du tout intéressé, c'est quand même bien. Après, il faut partir du principe que les gens, enfin, on a vu qu'on a mis ça sur notre page Twitter, c'est les gens qui aiment le basket de base, donc c'est logique. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, que ce soit Colin ou Antoine ou même toi Aurélien, je sais pas si vous avez regardé un match, mais au final, à part un bout de mi-temps qui a pas fonctionné, bah, honnêtement l'appli fonctionne plutôt bien. Je pense que c'était plutôt un souci de serveur quand tout le monde arrive sur l'appli en même temps, et puis au niveau bug informatique, je pense qu'on n'a pas trop, à s'exprimer sur ça en ce moment, quoi. Non mais c'est vrai, moi j'avais le match du BCM vendredi et c'était impeccable. Donc, moi je pense que c'était un problème de... C'était... toi, Antoine, c'était un mot à dire? Ouais, non, c'était pour Blois Lille, parce qu'ils ont vu que c'était un petit peu le bazar, la Blois Lille. Ils ont dit, bon, nous, on va couper la LNB TV, là, parce que le champion de Pro B, là, pour l'instant... Non, ouais, bon, sinon, enfin, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique, enfin, d'utilisation, il n'y a pas photo, quoi, donc, bon, à suivre. Ok. Deuxième news cette semaine, c'est toi qui me semble, on en avait parlé ensemble Antoine. Brandy Colson de Strasbourg qui est pressenti en Lituanie du côté de Salgueris. Bon, je sais pas ce que vous en pensez de cette news. Bah Ça c'est se logique, c'est logique en fait, non? Vu Ouais, le niveau c'est qu'il logique. affiche en ce moment, ça paraît assez logique, hein, ouais. Ouais, effectivement. Je sais pas si Nicolas t'as un petit mot à dire sur ce joueur, il me semble que on en parlait dans tout début des premières émissions. Ouais, au tout début, on en avait parlé. Ouais, c'est quand même un gros joueur. Après, à Strasbourg, malheureusement, bah, ils jouent pas à l'Europe. Enfin, ils ont joué la BCL, je crois, c'était ça. Ils sont toujours en BCL d'ailleurs, mais Mais après, je pense que s'il peut viser plus haut, il peut viser plus haut. Strasbourg, c'est bien pour lui, mais il peut chercher quand même une meilleure équipe. On est tous d'accord sur cette news. ça met aussi en lumière le travail du nouveau directeur sportif italien là qui est arrivé à Strasbourg cet été. C'est Nicolas Alberini et qui plutôt fait un bon taf au niveau du recrutement, puisque bah on a vu que l'année dernière Strasbourg c'était un peu c'était une catastrophique dans l'ensemble, on va dire, si on tire un bilan de leur saison. Et là c'est quand même beaucoup mieux par rapport à la saison dernière, même si au classement on ne voit pas forcément, parce que je sais même pas combien ils sont, mais ils sont... Alors je vais regarder ça, je vais vous dire ça tout de suite, mais... Ouais, ils sont 5e quand même, c'est un peu mieux que l'année dernière. Bien sûr. Du coup, on peut finir avec la dernière news, du coup, avec Laurent Leniam, qui vient d'activer sa Clause de sortie, ouais. clause de sortie, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'il a comme objectif l'Euroleague? Pour moi, il le mérite totalement. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce qu'il va réussir à trouver un club? C'est ça le truc. Antoine, je te vois... Dubitatif. Ouais, l'Euroleague, c'est quand... Ouais, bon, enfin, je ne remets pas en cause du tout le travail de Laurent Leniam, mais est-ce que l'Euroleague, ce sera atteignable? Bon, ça... Parce qu'en soi, je trouve qu'il a... Bon, après, c'est sans taper sur TJ Parker tout le temps, mais au niveau de la bataille tactique, si on peut appeler ça comme ça, je trouve qu'il a largement... Il a plutôt dominé la bataille tactique hier. Au niveau du match contre l'Asvel et Dijon, on aura l'occasion d'en parler après, mais ouais, tactiquement, il a réussi à faire des systèmes pour empêcher, par exemple, Moustapha Fall de sévir un petit peu plus comme il en avait l'habitude. Donc après, ça, le problème il y a 18 équipes en fait en Euroleague, donc ça va être de jeu des chaises musicales. S'il y en a un qui part, il y aura une place, et puis il va y avoir un effet boule de neige, et possiblement il pourrait y avoir une place pour lui, mais il faut qu'une place se libère, quoi. Ouais, enfin, ouais, je trouvais que c'était un petit peu, enfin, c'est compliqué parce que je pense aussi qu'il y a quelques noms qui sont déjà sur la file d'attente en Euroleague. Après, bon. C'est clair. Ça, on verra comment est le futur. Mais voilà pour ces 3 news cette semaine. 3 petites news intéressantes. Une petite précision avec Rudy Gobert qui a joué son deuxième All-Star Game ce week-end. Voilà, on glisse. Toujours intéressant de le dire. Comme quoi on peut se faire défoncer par Joel Embiid et Nikola Jokic en match-up et être All-Star.
Ça y est, il va le répéter. Il avait va préparé, il l'avait Il l'avait préparé. préparé. Cette phrase, il l'avait Non, non, préparé. non, mais c'est parce qu'après, non, non, mais moi j'aime bien Gobert, mais c'est juste que, en soi, sa nomination, enfin, il a droit, hein, parce qu'au final, il y avait personne d'autre qui l'a mérité plus que lui, je pense, mais c'est vrai qu'il a un peu merdé dans les matchs où il était face à des gros. Côté l'équipe, on va passer directement, on a fini avec les news, donc on va passer directement du coup, au résultat de la semaine. C'est parti. Oh my God! Oh my! Harlem Globetrotters! Champagne! On va continuer du coup avec les résultats de la semaine. Beaucoup de matchs. On va parler de ce week-end et d'hier. Notamment un focus sur un match d'hier. On va en débattre. Pour commencer les résultats en bref, vous pouvez les voir. Vendredi, donc le retour bien sûr enfin de la Jeep Elite et de la Pro B avec la victoire du BCM face au Mans 91 à 77. Belle victoire du BCM qui remonte 8ème, 9ème il me semble au classement. Moi Je je vais vous te dis, dire ça. moi je vous dis Bon, ils sont 11e. ah bah écoute, c'est avec avant les matchs d'hier ils étaient 9ème il me semble. Ils se sont fait dépasser par Orléans, donc ils étaient 10e à la base, je pense. Ok, bon bah j'ai mal vu là. Super, merci Étienne de me démoraliser. Le samedi avec 5 matchs, des gros matchs avec la victoire de Monaco, victoire logique on va dire 102 à 85 contre Pau, victoire de Levallois, grosse victoire de Levallois quand même d'un Portel qui avait bien commencé sa saison, 85 à 60. Victoire de l'élan Chalon face à Cholet, désolé Colin, 84 à 79. Un petit mot sur ce match Colin? Non? Pas envie d'en débattre? Non, on va s'abstenir quand même, hein. De son côté, Boulazac, première victoire de la saison, enfin, 82 à 72. Et puis pour finir, grosse victoire de Champagne Basket, 74-72 contre Limoges, grosse victoire. Puis pour finir le week-end, victoire, voilà, c'est plus qu'une victoire, 97 à 72 de la JL Bourg contre Nanterre. Et puis, bien sûr, les matchs, il y a eu des matchs hier soir. Entre Orléans et Roanne, un match incroyable. 108 à 100. Incroyable, j'ai regardé le match, il était vraiment impressionnant. Roanne était devant tout le match jusqu'au dernier quart-temps. Et Orléans a réussi à revenir. Et bien sûr le match dont on va parler juste maintenant en focus avec la victoire de Dijon contre l'Asvel 84 à 76. Et c'est notamment notre match du focus. Comme vous pouvez le voir après ce match, Dijon qui confirme sa 2ème place et l'Asvel qui quant à lui est à la 6ème place. Le MVP de ce match bien sûr, incroyable match, on va en parler, mais je pense David Holston avec 23 dévals, 18 points, 2 rebonds et 9 passes D. Je vais laisser la main à Étienne. Étienne, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bon, si je dois faire quelques points par équipe, je dirais que déjà au niveau de l'Asvel, on est un petit peu déçu quand même, puisque c'est ce genre de match, s'ils veulent être champions, c'est le genre de match qu'ils doivent gagner, impérativement. Déjà premier match de Thomas Hurtel, il me semble, c'est son tout premier match. C'était son premier match, ouais. 9 points et 5 dévals, donc ouais, c'est normal, on va dire qu'il revient, il revient pas de blessure, mais il revient d'une période d'inactivité où il a très peu joué. Paul Lacombe qui a joué 11 minutes et on voit qu'il a de plus en plus de mal à trouver sa place dans l'effectif de l'Asvel alors qu'il a signé pour 2 ou 3 saisons. Kevarius Ace qui je trouve fait de plus en plus de progrès parce que pour moi je l'avais un peu décrié au début de l'année, je trouvais qu'il avait un petit peu de difficulté à s'imposer dans la raquette. Il joue 14 minutes, 12 points et 7 rebonds, donc ça lui fait un match à 14 déval. Et il termine une meilleure évaluation de son équipe, égalité avec William Howard. Donc c'est très très bien, enfin moi j'aime de plus en plus ce joueur. Après le problème c'est que quand il joue un peu plus, on voit qu'Ismaël Bako est benché encore plus alors qu'il peut apporter de belles choses. Ismaël Bako, je trouve ça un petit peu dommage de pas le faire jouer, de le faire jouer si peu. Et après au niveau de Norris Cole, on a vu un beau duel entre les deux, entre Norris Cole et David Holston. Bon, David Holston a remporté ce duel, vous l'avez bien compris, puisqu'il a été tout simplement exceptionnel. J'avais l'impression, quand j'ai vu le match, j'avais un peu l'impression de revoir un remake de la finale de la Leaders Cup en fait. Je sais
pas si vous partagez cet avis, mais c'est vrai que Axel Julien et David Holston ont été en feu et en mode magicien pendant pratiquement tout le match. Est-ce que, Un beau geste encore. est-ce que pour vous c'est une voire la meilleure doublette de Jeep Elite? Bon, en tout cas pour moi c'est le meilleur backcourt. Je pense quand même. Ouais, Franchement, franchement. quand tu vois ce qu'ils font, ils n'arrêtent pas d'avoir les deux dans leur équipe. Tu vois par exemple si tu prends Thomas Hurtel et Norris Cole qui étaient associés aussi, c'est du très très haut niveau, mais ils ont pas cette complémentarité et Après en c'est le fait début. à Dijon, on a l'impression qu'ils se connaissent par cœur les joueurs alors que Ça fait combien de temps là? Ça fait quand même Ouais, parce que Norris Cole et belles Thomas années quand Hurtel, même c'est le qu'ils sont début. ensemble. Hein. Je veux dire, Non, mais David Holston et Axel Julien, ça fait quand même une paire d'années qui... ouais, mais tu vois par exemple Hans van Winge, le Belge là, quand il s'est super bien intégré et il se trouve assez facilement. C'est vrai qu'ils s'appuient énormément sur leur trio avec Axel Julien, Alexandre Chassang et David Holston où ouais, ils se trouvent même sans se regarder en fait, donc c'est assez fou. Et qu'est-ce qu'il y a de... Ouais non, mais Gérald Robinson aussi qui a fait son premier match, tout son second match, je sais plus exactement, avec Dijon, donc ouais, de très belles choses côté dijonnais. Franchement, c'est toujours un régal de les voir jouer en fait. Bah écoute, ça doit être ton avis, mais je pense qu'on est à peu près tous sur le même point. Gros match d'Holston, je sais pas si vous avez vu un shoot à 0 degré sur une jambe. Vous l'avez vu ce shoot-là ou pas? Incroyable, ouais. Incroyable, ce shoot-là... Quand David Holston, oh, oula, j'ai bugué là. David Holston, il est en feu comme ça, je pense qu'il n'y a rien qui l'arrête. Hein. Mm. Je pense que... On en parlait, c'est quand la semaine dernière qu'on avait fait un Focus sur sur l'Asvel. On en parlait la semaine dernière qu'il fallait quand même que l'Asvel, s'il voulait remonter, il fallait bouger. Et clairement, moi, on en parlait justement, si l'Asvel finissait pas champion, pour ma part, je préfère largement Dijon champion que l'Asvel hein, sur cette saison. Je sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté. Bah, c'est comme au foot en fait, Paris on peut très bien aimer Paris, mais c'est juste que le fait de voir une équipe qui est un peu plus originale, un peu plus enfin que tu kiffes un peu plus regarder, même si Paris au foot a plutôt un beau jeu, bah c'est pareil, genre l'année où Monaco s'impose et devient champion de France face à Paris, genre t'avais une génération avec Mbappé, Mendy, c'est pareil, enfin c'est une équipe qui est assez excitante à regarder et tout, donc Ça sort que de la bouche d'un Marseillais. Hein. C'est Marseillais, impossible à ça, entendre j'allais d'une dire, bouche de ça, Parisien. Marseillais. Impossible. Bah, du coup, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ce match. Franchement, masterclass pour Dijon. Niveau coaching, tu voulais en parler, Etienne t'as dit que là, c'est sûr que là, niveau coach, on est mieux Bah, du côté de Dijon. c'est ça, mais c'est pas surprenant en fait, c'est juste que TJ Parker c'est sa première année en tant qu'head coach, donc y a rien de surprenant. Laurent Deniam ça fait des années qu'il est coach, donc c'est logique entre guillemets, mais c'est pour ça aussi qu'on parle de lui comme un futur entraîneur d'Euroleague, c'est légitime. Mais TJ Parker c'est vrai qu'il a encore du travail à faire, mais il a une belle marche pour moi au niveau tactique, et je pense qu'il peut faire des belles choses dans les années à venir en tant que coach, mais c'est vrai que là quand tu vois que Mustapha Fall a joué 22 minutes mais a tenté que 3 tirs, on voit qu'il a été bien pris, alors que c'est quand même un joueur qui est très très grand, et en face on a Alexandre Chasson qui joue au poste de pivot et qui fait 2m6 ou quelque chose comme ça. Donc et quand tu vois que ils ont joué pratiquement tous les mismatchs où dès que Fall il allait défendre sur Holston le faisait danser. Enfin, ouais, c'est plutôt une bataille tactique qui a eu lieu, et c'est Laurent Leniam qui l'a remporté assez logiquement. Bah écoutez, je sais pas si Colin t'as un petit mot à dire sur ce match. Bah non, j'ai rien à rajouter, c'était un très très gros match, j'ai pas eu la chance de le voir, mais j'ai pu voir quelques actions comme celle de David Holston, et c'est sûr que bah c'est quand même une belle équipe à regarder jouer, ça bouge, ils sont là en défense comme en attaque, donc c'est très plaisant. Bah écoutez, on va pouvoir continuer du coup avec du coup Flavien qui n'est pas là, avec du coup Antoine et Étienne qui le remplace, avec du côté de la Pro B. Donc c'est parti pour du côté de la Pro B, c'est parti.
du côté de la Pro B cette semaine avec Antoine qui va prendre les choses en main, avec Etienne qui va le seconder juste à côté. Donc comme d'habitude avec un top, un flop et juste avant les annonces des matchs du week-end passé. Donc je te laisse la main Antoine, vas-y, je te laisse expliquer les résultats de cette semaine. Bon, et bah c'est parti donc pour les résultats de la semaine. Il y a eu 8 matchs pour la 8ème journée de Pro B qui était donc à rattraper. Il y a juste manqué un petit match ce week-end, c'était Vichy-Gris, mais on en avait déjà parlé pour cause de Covid, 6 cas de Covid à Gris. Donc bah, la première rencontre qui a eu lieu, c'était vendredi à 17h si je ne dis pas de bêtises. C'était Nantes-Antibes, c'était diffusé sur Sport en France. Et bah ça fera une sacrée promo pour les Sharks qui se sont pris une belle rouste 96-67 par Nantes. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est le flop donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais donc voilà, une belle rouste pour Antibes, là, va falloir réagir, on en reparle juste après. Etienne, ex-Rouen. Ouais, bah, il y a eu un beau match, une fois de plus. Il me semble que c'était la deuxième triple prolongation de la saison. Et pour la seconde fois, c'est Rouen qui en a fait les frais, entre guillemets, puisque après la triple prolongation face à Évreux, là, ils ont eu triple prolongation face à Aix-Maurienne, donc victoire de Rouen 106-102. À noter notamment les 50 minutes qui ont été jouées par Marcus Gomis, et on en discutait avec Antoine. Ça doit être un record normalement, enfin en tout cas si c'est pas un record, ça doit être à quelques minutes du record. Et à noter côté Aix, la très très belle performance d'Hilary Sepala, le combo guard finlandais qui a mis 39 points de mémoire. 38, super match. 38 ouais. Donc très beau match, et Rouen qui a bien fait de réagir parce qu'on voit qu'ils sont en difficulté au championnat, donc on les attend un petit peu plus haut que leur place où ils sont autour du 10e rang à peu près. Et si je peux rajouter quelque chose sur ce match, franchement c'était un régal. C'était vraiment la fin de match avec le duel Sepala-Gomis. Alors on avait vu, c'était Rouen-Évreux, hein, c'est ça où il y avait eu une triple prolongation et où c'était... mais alors là, Marcus Gomis qui nous a sorti des step back de je ne sais où. C'était franchement incroyable. 27 points je crois il termine. Et puis bah, il a vraiment porté son équipe, lui le tout jeune Marcus Gomis, face à une équipe d'Aix-Maurienne, bon, qui est en difficulté certes, mais fallait aller les chercher celle-ci. Et franchement, je tire mon chapeau à Marcus Gomis et à Amin Stevens aussi qui a été très très bon à l'intérieur avec 14 prises au rebond. Donc voilà, ça s'est bien réparti un petit peu, très intéressant. Le crack. Ouais, bah ça fait un peu du bien à Rouen là, parce que c'était vraiment le moment de réagir. Donc bon, ça arrive au bon moment. C'était difficile, mais ça arrive au bon moment. Saint-Chamond-Saint-Quentin, maintenant. La troisième rencontre qui a eu lieu. Victoire sur le fil de Saint-Quentin, 83-79 sur le parquet de la Halle Bouloche. C'était très mal embarqué pour les nordistes qui étaient menés de 14 points à la mi-temps. Et finalement, retournement de situation, notamment Hugo Besson dans le troisième et quatrième quart-temps qui a été phénoménal. Encore lui. Ouais, encore Hugo Besson, l'artilleur. Je pense que ça vient aussi du coach, mais on voit que malgré la jeunesse de leur effectif, ils ont une capacité à se relever quand ils sont dans des moments un petit peu plus faibles, qui est ultra intéressante à remarquer. C'est pareil à Quimper, ils se prennent un 10-0 dès le début du match. Et au final, il y a Akwasi Eboa qui fait une superbe saison aussi, qui sort du banc et qui met 3 paniers à 3 points et qui relance totalement son équipe en début de match. Donc ouais, Julien Mahé, je trouve qu'il drive super bien cette équipe, et on en voit les conséquences. Et ensuite, pour passer au quatrième match, le dernier match de la journée de vendredi, on a eu la victoire de Évreux 90-85, une victoire qui fait de plus en plus qui s'enchaîne à Évreux et qui permet à Évreux de faire une belle saison. À Poitiers. Une fois de plus, Austin Tiegelman qui est venu remplacer Pedro Barral en pigiste, et finalement qui a été prolongé jusqu'à la fin de la saison. Il montre une fois de plus qu'il est pas là pour rien, puisqu'il a terminé à un quasi triple double, puisqu'il termine, il me semble qu'il lui manquait un rebond ou une passe. Un rebond. Sachant qu'il avait des fautes provoquées, donc
son agent David Pick, qui aime bien mettre en avant les performances, nous a dit que c'était un quadruple double, même si en soi on ne compte pas forcément les fautes provoquées dans ces stats-là. Mais ouais, très très bon match. Très très bon match de Austin Tolkien et que Tilgman, je sais plus comment on le dit en fait. Et Austin Tilgman, c'est ça. C'est ça. Et, Euh, et Barweta aussi. Alors, Junio Barweta, au début de saison, il avait pas de club. Enfin, ça, c'est quand même l'histoire de cette saison aussi. Hein, parce que au début de saison, il n'y avait pas de club. Moi, je me suis même demandé ce que faisaient les clubs de Pro B, quoi. Parce que c'est vraiment un super atout. Et là, il nous a encore sorti 28 points. Meilleur ou deuxième meilleur éval de la journée en Pro B. Avec un petit 6 sur 8 à 3 points, rien que ça. Bon, c'est... moi j'ai une réponse, c'est juste que par rapport à Barueta, c'est tout simplement les clubs voulaient garder leur argent puisque c'était l'un des plus gros salaires en fait de la Pro B quand il était à Nancy. Et ouais, gros salaire et du coup forcément certaines équipes voulaient pas prendre le risque de le payer aussi cher. Ah, mais ouais, enfin, alors après, bien sûr, je dis ça en tant que spectateur de la Pro B, mais enfin, je veux dire, l'avoir dans son équipe, même mettre un gros salaire sur lui, je pense que c'est quand même, c'est pas négligeable, quoi, donc... Après Évreux, je pense qu'ils ont attendu un petit peu de temps et au final ils se sont retrouvés, vu qu'il était sans club, au début de saison, il a peut-être baissé ses exigences salariales et ils ont sauté sur l'occasion. D'ailleurs il avait mis 13 paniers à 3 points, c'est le record de la LNB face à Quimper. Avec Nancy, ouais. Voilà. Parlant des deux équipes dont tu parles, il y a eu un remake de ce match le samedi. Bah, tu vas en parler juste après, Blois-Lille. Je te Bah laisserai, ouais, je te laisserai t'occuper de Quimper-Nancy. Bah, Blois-Lille, on va pas y rester longtemps non plus parce que c'était c'est le sujet du top qui arrive juste après. Mais bah, le braquage des Lillois à Blois, enfin le braquage match rondement mené des Lillois qui n'ont pas concédé une seule fois l'avantage, on aura l'occasion d'en reparler dans ce match face à Blois qui était, comme je le disais avec Louis Reclin, qui était invaincu depuis 13 mois à domicile en championnat. Donc grosse victoire des Lillois, ça fait du bien pour Lille, et bon on voit ça juste après de toute façon, et un petit coup d'arrêt pour Blois qui a perdu sa place de leader. Au profit de Denain qui a remporté, du coup pour faire une belle transition, Denain qui a remporté son match face à Souffel-Weiersheim 73-69. Nouvelle victoire de Denain. Après ce qu'il faut savoir c'est que ouais, Denain n'a pas de centre de formation, donc même s'ils sont dans les deux premiers, ils pourront pas forcément monter. C'est pas l'objectif primordial du club. Et puis si tu veux parler de fausses paris avant que je parle des Béliers de Quimper face à Nancy. Ah, je veux bien me faire ça tant que Flavien n'est pas là. Non, bah Foss qui confirme. Hein. Foss, c'est vraiment un des gros cette saison. Je suis même étonné de pas les voir premiers. Bon, après, c'est encore le début, mais franchement, ils ont un effectif incroyable. Et puis ça commence à vraiment très bien tourner, notamment en attaque. Une victoire 87-75 face à Paris. Kevin McLean, il a commencé le match avec un 5 sur 5, je crois, un 6 sur 6 à 3 points. C'est ça, ouais. En un quart temps, c'était la pluie sur Foss, hein, sur Paris, pardon, 26-12 d'entrée. Et puis bon derrière les Parisiens qui ont bataillé, mais bon ça n'a pas été suffisant. J'entendais Jean-Christophe Prat qui disait qu'il leur manquait leur meilleur élément, chez Quest qui était pas encore arrivé. Et du coup ça expliquait un petit peu le fait qu'ils aient pas pu remonter, mais ouais, bon c'était... C'est première aussi pour Ryan Botwright, le nouveau meneur de Paris, qui a marqué 13 points dans cette rencontre. Bon. Et qui met 4 des 10 shoots à 3 points de l'équipe, donc c'est pas mal. Et pour parler de fausses, bah ça fait la news était arrivée juste après qu'on ait terminé le live, ou la matinée suivante, puisque Fausse a deux nouveaux joueurs, Mamadou Dia un ancien du club qui revient, il a son meilleur retiré, donc c'est vraiment un monument de ce club. Et aussi Jonathan, je sais plus comment c'est, Augustine Farrell. Augustine Farrell. Un Bahamien encore qui remplace Farrell. Encore un Bahamien, donc originaire des Bahamas finalement comme son nom l'indique, qui remplace Jaren Burroughs qui est à l'infirmerie. Et je pense que pour parler de Kevin McLean et te rejoindre, je pense que ça va être un profil ultra recherché l'année prochaine, puisqu'il est Bosman, donc puisqu'il est d'origine allemande.
Et ça va être il est allemand-américain. Donc forcément, ça va être un profil ultra recherché. Et je pense que ouais, c'est pas impossible que Sifos ne monte pas. Il y a un club de JP Elite qui vienne frapper à sa porte. Ouais. Avant de te laisser parler juste de la dernière rencontre, j'aimerais qu'on s'attarde vite fait sur Paris. Parce que si on regarde un petit peu les stats, bon, vous savez que j'aime bien les stats. Hein. Le trio de Paris, là, sur ce match-ci, Barbic, Bégarin, Kamagaté, c'était respectivement 15, 18 et 22 déval. Donc les trois jeunes du Paris Basket, donc c'est, enfin, vraiment ils sont allés nous chercher des talents là. Paris, c'est à savoir que Bégarin était 12ème d'une mock draft là il y a 2 mois, de la mock draft d'ESPN. Donc c'est un bon prospect NBA. Kamagaté, on n'en avait pas entendu parler, mais sa cote elle est en train de remonter à l'international. Donc pourquoi pas. Mm. Et alors Barbic, je ne sais pas si son profil de jeu sera très adapté à la NBA. Par contre, Ouais. il montre C'est de pas très l'objectif belles du club choses. en tout cas de l'amener en NBA. C'est ce que j'ai Ouais, entendu. ouais, bah puis il montre de très belles choses. Je pense qu'il y a vraiment un gros développement à faire aussi sur Milan Barbic. Et Finir. pour Bégarin, ouais, juste pour un petit mot sur Bégarin, je pense qu'il sera sélectionné, soit il sera non drafté, et il aura peut-être un two-way contract qui lui permettra d'aller en G-League et ou soit il sera fin du second tour, je pense. Parce que en général, là, les classements qui sont faits, c'est avant que la saison démarre, et les scouts et les personnes qui font ces classements-là s'inspirent davantage des images qu'ils peuvent avoir des championnats U16, U18 ou des choses comme ça. C'est vrai que Bégarin s'était souvent montré assez à l'aise pendant ces championnats-là. Donc c'est notamment la Coupe du Monde U18, il me semble, ou U17, je sais plus. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Et en général, les scouts s'inspirent plutôt de ces images-là et pas des images du championnat pour faire leur scouting. Donc voilà, et puis dernier résultat de la semaine, ouais, défaite de Quimper, l'arrivée du nouveau joueur Josip Bilanovac n'a pas suivi, il y a eu beaucoup de... J'ai pas forcément envie d'épiloguer longtemps sur ce match, mais c'est vrai qu'il y a eu, ça se joue à des détails, et malheureusement en Pro B, bah, ça pardonne pas les détails. On voit que la Pro B est un championnat de plus en plus homogène, avec tout le monde qui peut battre tout le monde en fait. Et si on regarde les stats précisément, on voit qu'il y a eu David Jackson qui a fait un bien meilleur match que les précédents. On sait qu'à Lille, à Saint-Quentin, au match encore avant, il avait été en difficulté, notamment parce qu'il avait dû switcher sur le poste 1 et 2 vu que Varanoskas était blessé et qu'il n'y avait pas de pigiste. Le problème aussi, ça a été la défense avec 84 points encaissés. Et si je me jette un coup d'œil au stats, c'est vrai que le banc a un peu moins apporté que d'habitude avec Tim Rabaille qui a mis que 2 points, Rambo qui a mis 2 points aussi mais qui a joué que 6 minutes alors que bah pour moi c'est pratiquement la révélation de cette saison à Quimper. Puisque Baptiste Chouafé, on se doutait quand même que c'était un joueur qui était confirmé déjà, mais c'était plus la confirmation de Chouafé alors que Rambo c'est vraiment la révélation pour un joueur qui vient de NM1. Et Ryan Reed a eu un petit peu plus de mal, mais on espère qu'ils vont se relancer du coup. Voilà. Donc, je pense qu'on peut pas se développer au flop. Ouais. Ouais, allez, rapidement, un petit top flop de la Pro B. Ça te Bon, faire plaisir, Antoine. Ça te faire plaisir. Celui-là, le top, il va te faire plaisir. ouais, franchement, j'hésitais même à mettre Paris en flop aussi pour Flavien, mais je me suis dit, bon, ils ont perdu contre Foss, c'est pas... Bon, donc Lille, vainqueur de Blois à l'extérieur, on en a parlé, ils mettent enfin donc une grosse série d'invincibilité. Des Blésois, le LMB s'est fait peur quand même, hein, parce qu'il menait de 18 points à moins de 8 minutes du terme, et il termine à plus 4, donc ça a été tendu dans la fin de match pour Lille, mais beaucoup de gros efforts défensifs, notamment en fin de match, qui ont permis à Lille de s'imposer, et donc dans la rencontre aussi pas mal de 3 points cette fois. On sait que c'est les défauts lillois depuis le début de la saison. Ils sont à 26,6% à 3 points. Enfin ils étaient avant ce match à 26,6%. Là ils ont mis 13 sur 27. Donc 48%, c'est un gros pourcentage. Et donc ouais, Lille qui a fait quand même la course en tête malgré tout, malgré les frayeurs tout le long de la rencontre. Blois n'a pas pris une seule fois l'avantage même au début. Jean-Victor Traoré à 17 points. Un match référence en championnat pour Traoré qui avait commencé tranquillement sa saison.
et qui est en train de vraiment se réaffirmer avec Lille. Curier qui s'est montré, Gaylor Curier qui a réalisé sa première belle sortie avec 9 points. Donc limité Blois 68 points, est-ce que finalement la stratégie de Duprat n'est-elle pas en train de payer, de vraiment se mettre en place cette saison, hein? Ça avait été difficile au début de saison, donc est-ce que peut-être c'est le moment? L'avenir nous le dira, on verra ça vendredi prochain face à Poitiers. Donc un match sérieux ce week-end, donc c'était en réaction à la dernière chronique de Flavien, ils avaient tout écouté, ils avaient tout prévu. 3 victoires donc sur les 4 derniers matchs, une défaite à Quimper de peu, t'en as parlé justement il me semble. Ouais, mais justement ça c'est quand j'ai vu la fin de match entre Blois et Lille, justement j'ai eu peur que le scénario se répète pour les Lillois. C'est vrai qu'ils étaient largement devant honnêtement contre Quimper et aussi contre Blois, et au final ils ont craqué dans les derniers instants. Bon au final là ils ont réussi à l'emporter de 4 points, mais il faut faire attention aux fins de match où en général c'est plutôt les joueurs patrons en fait qui doivent prendre les choses en main, John Kelly, Jean-Victor Traoré, mais c'est vrai que là on voit qu'il y a eu un petit peu plus de faiblesse en fin de match, il faut faire attention. Voilà, écoute, prochaine rencontre pour Lille contre Poitiers donc ce week-end. Ensuite ce sera un déplacement à Saint-Quentin et ce sera une rencontre face à Gris pour terminer le mois de mars. Le flop, désormais, on peut passer au flop, je pense, à moins que vous ayez quelque chose à dire peut-être sur Lille. Ça me ferait plaisir, mais bon. On est juste content pour toi. Ça me fait plaisir, merci bien. Bon, pour Antibes par contre c'est compliqué. En ce moment, 5e défaite consécutive et une très lourde défaite face à Nantes pour débuter. En plus la 8e journée est en direct, on le disait sur Sport en France. Donc dès le premier quart-temps, Antibes a été distancé 27-11 dans le premier acte. Et puis les foudres nantaises pendant tout le match, c'était infernal. Une belle première pour Daniel Gothals à la tête des Sharks. Rien ne va plus à Antibes. De toute façon on voit que quand Sadio Doucouré n'est pas dedans, là il avait fait 2 sur 14 face à Nantes. Quand il est pas dedans, Antibes cool, hein, c'est pas pour faire une blague avec les Sharks, mais bon. Donc ouais, ça sombre depuis... merci. Ça sombre depuis la polémique de Clinton Early et puis son départ. C'est vrai qu'il y a une réaction qui est attendue et qui n'arrive pour l'instant pas. Ouais, 2-3 mots juste pour Enfin, je vais le redire, mais bon, on le dit pratiquement depuis le début de la saison, c'est que Gédéon Pitard continue à faire une saison ultra constante. Et moi, personnellement, il m'impressionne parce que l'année dernière, il était un petit peu dans l'ombre de Rocco Leniokic. Et on le voyait un petit peu moins, mais c'est vrai que cette année, on lui a donné les clés de la main et honnêtement, il répond vraiment présent. Après sur les autres postes, Ali Traoré il continue à faire le job hein, et comme il a toujours fait, il est en 16-10, il a 19 déval, il est à 7 sur 11 au shoot, donc c'est vraiment aussi très intéressant. Premier match de Karl Lindbaum, 25 minutes 7 points, et Byron Wesley, l'autre joueur américain, est arrivé à l'aéroport, donc il devrait prendre part au prochain match que tu vas sûrement nous donner Antoine, vu que tu avais préparé tes fiches. Exactement, t'as même anticipé sur le dossier Byron Wesley parce que je ne savais pas ce qu'il en était justement, merci pour l'info. Va falloir corriger donc le manque de réussite de ce dernier match et puis aussi je voulais revenir un peu sur la défense qui était un petit peu catastrophique. René Rougeau qui était à 20 points à la mi-temps. Bon, elle a terminé le match à 20 points mais il était à 20 points à la mi-temps, donc bon, ça n'a pas dû faire plaisir au nouveau coach. Et donc les prochains matchs, va falloir les gagner pour Antibes, ce sera face à Aix-Maurienne, ensuite ce sera contre Quimper, c'est pour toi ça Etienne, et un petit déplacement à Poitiers ensuite, donc il va falloir gagner 1 voire 2 matchs minimum pour Antibes pour se relancer là, parce que c'est vraiment la crise du côté des honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui s'imaginait que Antibes serait aussi mal, vu leur effectif, je savais qu'ils allaient pas jouer le top 2, le top 3 ou quelque chose comme ça, puisqu'ils ont décidé de faire confiance aux jeunes comme Vincent Amsalem, Léopold Sa ou des choses comme ça. Mais de là à les voir au fin fond du classement du championnat, c'est une grosse surprise. Et voir une équipe, une entité aussi connue du basket français qui pourrait descendre en NM1,
Bah, de la même manière que Poitiers l'année dernière, ça ferait mal au basket français, je pense. Ouais. Ouais, après, je pense qu'il y a une période de transition qui est très difficile avec Clay Anthony Early, là, ce qui s'est passé. Enfin, je pense que ça a fait un peu le bazar dans le vestiaire, tout ça, et j'espère que Byron Wesley, justement l'américain, l'arrière américain qui devrait arriver dans les prochains jours, va pouvoir remettre un petit peu d'ordre dans ce vestiaire et puis montrer qui est le patron, quoi. C'est ça, ouais, carrément. Bah écoute, merci Antoine d'avoir pris la relève de Flavien, bien joué. Bah, j'espère que je n'ai pas trop sali sa chronique. Non, impeccable. Ah, tout va bien, impeccable. Je pense que même il verra du coup la rediff et il va dire, ouais, même moi je lui donne ma place, je pense qu'il va dire. Bah écoutez, bah voilà, vous avez eu tous les news concernant la Pro B. On va passer directement du coup au retour de Colin avec son flashback. Donc c'est parti directement pour le flashback de Colin. Le flashback de Colin qui fait son retour contrairement à la semaine dernière. Colin, t'es prêt? Tu vas Je suis revenir, prêt. tu vas revenir à l'année dernière, il me semble en plus. Donc Ouais, c'est l'année parti, dernière. je te laisse la main. L'année dernière, donc c'était le 12 mars 2020, alors que le Covid était déjà présent depuis plusieurs mois. C'est le basketteur français Rudy Gobert qui est le premier joueur NBA à attraper le coronavirus. Le français l'a attrapé en choisissant de plaisanter de la situation sanitaire. Il a donc touché tous les micros présents après son passage en conférence de presse. Gobert avait été annoncé out pour maladie, puis possible pour le match du Jazz à Oklahoma City, le mercredi soir, qui s'est déroulé du coup le mercredi soir, le 12 mars. Et puis à l'approche du match, alors que la salle était déjà remplie, les rumeurs ont commencé à circuler et le match n'a pas pu démarrer à l'heure prévue. C'est environ une heure et demie plus tard que la nouvelle concernant Gobert a été révélée. Les deux équipes ont donc été renvoyées directement au vestiaire et ont été mis en quarantaine. Evan Fournier s'est alors exprimé par la suite sur Twitter et il en avait discuté avec Gobert et Gobert a dit qu'il allait bien et que du coup fallait pas s'inquiéter, ce qui a permis de rassurer un grand nombre de personnes et surtout les fans des Jazz. La NBA a donc choisi par la suite d'arrêter la saison après une soirée de mercredi surréaliste. Vers 21h30 de la côte Est, la Ligue a envoyé un communiqué annonçant la suspension de la saison régulière après les matchs de la soirée. La raison est la découverte du coup d'un joueur des Utah qui a été touché par le coronavirus et qui se révélera plus tard être Rudy Gobert. Après, Rudy Gobert, il a été beaucoup taillé sur ça parce que tout le monde a dit c'est de sa faute, il aurait pas dû faire ça, il aurait pas dû toucher les micros. Après, il a voulu plaisanter, il savait pas que ça allait lui arriver. Je pense qu'on peut le pardonner pour ça et puis de toute façon, il y aurait bien eu un joueur qui l'aurait attrapé tôt ou tard. Et puis même si ça arrêtait la saison, il y en a une nouvelle qui a commencé et puis je pense qu'elle est tout aussi bien. Donc pour moi, de toute façon, le Covid il restera là et on doit continuer de jouer. C'est pas ça qui arrêtera la NBA. Il me semble qu'il y avait Donovan Mitchell aussi. Tu avais vu Ouais, en même temps. Mitchell. Et du coup, Ouais. même que Mitchell était énervé contre Rudy parce que c'était super pote et puis vu qu'il avait touché le micro, il avait dit ouais c'est de ta faute, t'aurais pas dû faire ça. Bon, on voit qu'au final, ils se sont bien remis de la situation vu leur bon début de saison quand même. Ah bah oui. Ça, je pense que ça a arrangé les Américains de dire que c'était un Français qui avait touché les micros et qui avait attrapé le Covid en premier, comme ça hop on a fait passer ça sur le dos d'un Français, de Rudy Gobert, hop. Bon, ça se trouve, enfin, on ne saura jamais, mais ça se trouve c'était pas le premier joueur NBA à l'attraper. Bah, c'est bizarre de l'attraper en touchant des micros parce que logiquement personne Ouais. n'avait touché dedans quoi. Ouais. Ouais. Avant. Ouais, mais Surtout enfin, il l'a pas je pense attrapé qu'après, là. il a dû se laver les mains. Ouais, il l'a pas attrapé là, je pense. Parce qu'en général, quand tu finis un match de basket, tu vas te doucher en général, donc au final, si t'as touché tout ça, En général. après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Colin justement qui est pas trop d'accord avec toi, il dit en général, franchement... Merci Colin pour ta petit flashback qui était Pas de très souci. rapide cette semaine. Ouais. On a pris une petite news très rapide. Normalement vous avez pu le voir la vidéo qui a fait polémique du coup là sur le visuel juste devant vous, sur votre écran. Donc voilà, on va passer directement du coup maintenant au focus de la semaine. Donc là où vous avez participé. Donc c'est parti directement pour le focus de la semaine.
Le focus de la semaine, comme vous le savez, on se met autour d'une question, d'un événement, d'une idée. Et cette semaine, on a dit qu'on allait dans le thème justement avec ce qui se passe aux États-Unis et la NBA, avec le All-Star Game LNB, et plus précisément de l'équipe française, de la sélection française. Si jamais ce All-Star Game avait lieu, quelle équipe serait sélectionnée pour cette saison, pour cette saison dans le championnat. Je vous ai donc fait une petite story sur Instagram où vous avez voté. On vous a proposé 4 joueurs par poste, donc meneur, arrière, ailier fort et pivot. 4 joueurs qu'on a décidé entre nous, quoi, qu'on pensait qui méritaient débat. Écoutez, je vous propose du coup de commencer directement avec les meneurs et vos résultats. Vous avez quand même été beaucoup de monde à voter, à faire part de vos décisions. On va commencer avec les meneurs. Et vous pouvez le voir ici, le classement, ce podium, avec à la première place Axel Julien qui a gagné les suffrages. Donc on vous dit les 4. Donc il y avait Benjamin Sen, Sylvain Francisco, Axel Julien et David Michino. Et c'est Axel Julien qui a remporté ses voix à la première place avec beaucoup de voix, il me semble, en plus. Je crois que c'est lui qui a eu... ça s'est joué entre Sylvain Francisco et Axel Julien. Donc Sylvain Francisco à la deuxième place. Ça va faire plaisir à Flavien, ça, son petit protégé. À la troisième place, du coup, David Michino. Et à la quatrième place, Benjamin Sen. Qui a quand même... ça a été très serré. Ça a été... Mais bon. Axel Julien qui allait chercher sa première place. Je sais pas ce que vous en pensez, une petite réaction sur ça. Je sais pas si tu l'as précisé, mais on a dit qu'on faisait vraiment l'équipe All-Star Game France pour l'instant. On faisait pas que les étrangers parce que sinon on va nous dire qu'on est un peu chauvin et qu'on va mettre que des Français, mais non. Et évidemment, il y a des, enfin, je pense à Brandon Jefferson ou Marcus Knight ou Norris Cole qui sont au moins un petit peu au-dessus. C'est pour ça là on fait bien l'équipe française. Et bon, il y a Thomas Hurtel aurait eu sa place dans le top 4, mais bon, il a joué que 2 matchs, enfin un match, donc c'est logique de pas le mettre. Et Axel Julien, je pense que franchement, c'est l'un des postes où il y avait le moins d'hésitation avec le poste 2. Même si Sylvain Francisco fait une bête de saison et il continue dans ses stats et qu'il avait fait à Paris l'année dernière, et où même il améliore certaines stats. Et David Michino, qui est pour moi un joueur assez sous-coté, qui est troisième avec Benjamin Sen qui tente de... C'est un peu le capitaine du navire Titanic en fait, Benjamin Sen. C'est ça. Il essaye de sauver. Il fait quand même des bonnes choses quand même. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu qu'il s'est fait tacler par le commentateur de Boulazac Rouen. Il a sorti un gros dunk. Je sais pas si vous avez pas vu. Non. Il a sorti un gros dunk, vraiment un dunk sale. Et le commentateur a dit « Oh, c'est assez rare pour le préciser. » Oh, c'est parce qu'il regarde pas les matchs, Il s'est fait tailler. Donc voilà, ouais, Benjamin Sen qui essaye de sauver le navire Boulazac. Je pense que l'un des meilleurs joueurs. Vas-y Antoine. Ouais, non, je voulais juste dire, parce que Etienne disait qu'il n'y avait pas débat, enfin je suis d'accord avec lui sur le jeu Axel Julien tous les jours. Mais par contre, si c'était vraiment les sélections d'un All-Star Game, franchement j'aurais adoré voir Sylvain Francisco. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu les clips du Quai 54 par exemple, qui sont sortis sur Sylvain Francisco. C'est un joueur, enfin de toute façon on le voit même en Jeep Elite, c'est un joueur très spectaculaire. Et en All-Star Game, une petite connexion là avec un intérieur là bien musclé, ça peut faire l'étape. Je ne spoil pas. T'as vu, je me suis retenu. Voilà, t'as un petit mot sur du coup Axel Julien. Axel Julien, c'est logique, c'est un très bon joueur, et puis je pense que pour un All-Star Game, vu les passes de folie qu'il fait, ça peut régaler tout le monde. C'est vrai que c'est un très très bon passeur. C'est vrai qu'on l'a pas précisé. Donc voilà pour les meneurs, donc c'est Axel Julien qui prend la première place de ce sondage. À la fin, vous verrez, on vous mettra l'équipe type qu'on notera pour finir cette séquence. Mais on va passer du coup directement aux arrières. Donc on avait fait une présélection de 4 joueurs avec Isaiah Cordinier, Nicolas Lang, Valentin Bigotte et Boris Dallot, donc du Portel. Et est-ce que vraiment ça, il faut le dire, c'est vraiment une victoire écrasante. Je crois que il avait plus de 20 votes d'avance.
Vraiment, alors que les autres ça se tenait à 1, 5, 2, 3, 4, 5. Là c'était 20 votes d'avance pour Isabelle Cordigné. Donc Isabelle Cordigné qui prend cette première place, bien sûr, devant Nicolas Lang deuxième, Valentin Bigot troisième et Boris Dallot quatrième. Bon, je pense qu'on va être rapidement aussi là-dessus, hein. Je pense que là c'est logique, hein. Isabelle Cordigné, personne ne peut prendre sa place. Rien à dire. Je suis peut-être un peu triste d'avoir Dallot qui est quatrième parce que je trouve qu'il est quand même il fait une belle saison avec le Portel, mais bon le reste est assez logique, hein. Enfin les deux premiers sont assez logiques. Pour moi il y a juste un tout petit débat entre Bigot et Dallot, même si Bigot est quand même un petit peu plus régulier je trouve. Mais il a un rôle un peu moins important au Mans, enfin légèrement. Voilà. Sur Cordigny, je suis triste justement qu'il soit pas, qu'il n'y ait pas eu de All-Star Game cette année, parce que, sans vouloir trop m'avancer, je pense que ce sera sa dernière saison ici en France pour le moment. On sort de dunk avec lui là. Ouais, Non voilà. mais il va aller à Lasvel l'année prochaine, faut pas s'inquiéter. Ah, à Lasvel, tu penses? Moi j'ai des infos, hein. Ah, il a des infos, il a des infos. On va faire ça en exclu là. Non, je rigole, c'est pas vrai, j'ai pas d'infos. L'année prochaine, il va partir à Astana, on va. J'ai vu qu'en gros, il y a eu, je sais plus quel insider européen qui travaillait chez Sport Endou là, qui a dit que, Lasvel visait Boutsielé et Cordigné pour l'année prochaine. Après, à voir si ça se fait en vrai, mais Voilà, un petit mot sur Cordigné, comme nous, logique, je pense, place logique. Ah oui, logique. Si quelqu'un prenait sa place, c'était pas possible en fait. De toute façon, c'était soit lui, soit rien. Ouais, voilà, du vol. Et puis même, ça sera quand même spectaculaire de voir, notamment avec des dunks. Et puis en plus, c'est un shooter aussi à 3 points, donc ça va être un régal. Si ça se passe, ça va être un régal. Du coup, bah voilà, on va continuer du coup là avec les ailiers. Alors au niveau des ailiers, on a choisi Romuald Morancy. Ça va, je vous préviens direct, c'est pas moi qui a dit de le mettre. C'était sur un accord commun. On est d'accord? il On est fait une belle tous- saison, donc je vois pas Voilà. pourquoi on l'aura pas mis, hein. Voilà, exactement. Alors que Romuald Morancy, Maxime Ross, William Howard et Tarpé du Mans. C'est les Tarpé du Mans, ça c'est cocasse. Je sais pas, j'ai jamais été au Mans, je pourrais pas te dire, donc Euh, au niveau des ailiers, c'est William Ward qui gagne de très peu face à Maxime Ross. Romuald Mancy troisième et Tarpé en quatrième place. William Ward, on présente plus aussi, gros joueur. Donc je sais pas si vous avez un petit mot à dire, pour ma part, choix logique. Une petite anecdote sur William Howard, ça vous intéresse ou... Vas-y, on t'écoute. C'est les Rockets, c'était la dernière équipe, à n'avoir jamais fait jouer de Français en NBA. Et bah c'est William Howard qui a été le premier Français à jouer pour les Rockets. Et donc toutes les équipes ont fait jouer un Français. C'était il y a 2 ans ou l'année dernière. Et donc voilà. Et donc je l'ai un petit peu dans mon cœur, William Howard. Je vous avoue que du coup voilà, il est un petit peu monté là. Voilà. Je l'ai vu ton vote, hein. Je l'ai vu que t'as mis William Howard. Ouais, tu sais que je l'aime bien, William Howard. Donc voilà, ouais, donc en vrai, assez tes choix le... en début de saison, j'aurais jamais dit, mais genre vraiment jamais que Morancy et Ross auraient pu être dans ce classement. Je trouve qu'il faut une saison de... par rapport à ce sur quoi on s'attendait par rapport à eux, c'est vrai qu'ils sont au-dessus des attentes qui ont pu être fixées par rapport à leur niveau. Et Ross, par exemple, a largement mérité d'avoir sa place en équipe de France, hein. Oh, Maxime Ross, c'est un régal. Oh. C'est vrai qu'on en a parlé dans les émissions précédentes, mais c'est vrai que, bon, on va dire que je parle toujours de lui, mais bon, en même temps je sais de ce que je parle. C'est vrai que Romuald Morancy, il s'est complètement intégré à la Dupe Elite. On peut rien dire là-dessus, et que Il y a vraiment maintenant il est dans le 5 quoi. Il a vraiment passé un cap là. Je me souviens à Vichy, il était plus discret. Quand il est arrivé à Antibes, il s'est affirmé. Et là, vraiment, c'est un tout autre joueur, je trouve. J'ai beaucoup de respect pour Romuald Morancy. Moi j'aurais vu, tu vois par exemple, si on fait le comparatif avec les deux ailiers français du PCM, moi j'aurais pensé que Rigaud aurait connu une plus grande réussite, parce qu'il est dans un style où vraiment il peut tirer à 3 points, il peut dégainer à tout moment et il n'a pas forcément, il n'avait pas un besoin forcément de porter la balle tout le temps. Alors que Morancy, pour quand même marquer des points, il a besoin d'un peu plus porter la balle, tout de même. Donc je suis assez surpris en fait du début de saison de Romuald Morancy, aussi parce que ouais, comme
comme Antoine, je l'ai vu jouer avec Antibes l'année dernière et pour moi il n'avait pas encore le niveau pour aller en Jeep Elite et clairement il me fait fermer ma bouche. Let's go. Et j'adore ça. Colin, c'est un petit mot sur William Howard. Les joueurs qu'on avait choisis, c'était pas des joueurs que je suivais tellement, mais Howard c'était quand même celui que je préférais. Et puis que celui où j'aimais plus son jeu, donc j'avoue, je l'ai voté. Et du coup, oui, pour moi, c'est un choix logique. Ok, on assume ses votes ici. Ah oui, on assume. Moi je vous dirai pas pour qui vous votez, je pense que vous le savez. T'es allé tarper, non? On va continuer du coup, avant de finir, là ça a été très très serré sur les éléphants forts, donc on avait choisi 4 joueurs également, donc Yanis Morin, Pelot, Yabouzélé et Mathias Le Sort. Et c'est Mathias Le Sort qui finit à la première place, de très très peu, je crois de 1 vote ou 2 face à Yabouzélé. Donc Yabouzélé à la deuxième place, Pelot à la troisième place et Yanis Morin à la 4e place. Là ça se discute, hein. Là clairement entre les deux ça s'est discuté. Je pense que c'était vraiment là, les deux qui jouaient la place et c'est Mathias Le Sort qui a pris la première place. Un petit mot, je sais que Étienne ne le porte pas dans son cœur mais bon. Le Sort, ouais. Bah sur le terrain c'est un super joueur, c'est juste que pour la soirée Miss France il s'était un peu lâché sur Twitter mais du coup j'en garde pas un très bon souvenir, mais moi personnellement tu vois Pierre Pelot j'adore ce joueur. Et je trouve que c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait aller se faire recruter par un club européen dans les années à venir. Parce qu'il sait tout faire, enfin c'est pour un poste 4 il s'est super bien shooté à 3 points. Alors que tu vois le Sort, il est plutôt utilisé en 5. Et c'est vrai qu'à 3 points, il est un peu moins performant. Et sur les deux autres non cités, il y a Bouzélé et Morin. Morin, je suis un peu déçu de sa saison par rapport à ce qu'il avait fait avec Chalorins l'année dernière. Il formait un super duo avec JB Maille et il avait réussi à aller au All-Star Game. Donc je suis pas choqué de la première place de Le Sort, même si j'aurais bien aimé avoir Pello dans mon équipe. Ok, Antoine, un petit mot sur Le Sort. Bah écoute, j'ai vraiment le même point de vue que Étienne. Franchement, c'est un joueur que je suivais un petit peu tout ça. J'aimais bien son agressivité. Enfin, j'aime bien le voir sur le terrain, hein, son agressivité, machin, mais je veux dire, il y a un moment, s'il commence à se lâcher comme ça, il va falloir prendre un agent qui lui bloque ses comptes et qui tweet pour lui, quoi, parce que bon, là, Ouais, je quand veux on dire, avait discuté, tu vois, on critique souvent les joueurs de foot. Il y a un joueur de l'équipe de France de foot qui sort une connerie pareille. Ah, il se fait démonter dans la presse. Alors ah qu'au ouais, et final, en il arrive. plus c'est un international. C'est ça qui est encore pire. C'est qu'il a joué des matchs en bleu. C'est, enfin, quand même, Il a sa chance pour aller à Tokyo en plus l'année. c'est clair. D'ailleurs, j'espère pour lui qu'il ira à Tokyo parce que quand même, il a clairement le niveau. Mais Ouais. Bah écoutez, voilà, on a les avis assez partagés. Puis pour finir cette équipe avec les pivots, donc il y avait donc aussi 4 choix avec Corneli, Alexandre Chassan, Fall. T'as vu là, contrairement aux 5, je le dis bien. Etienne ouais, Fall bah ouais. et Boutsielé, et c'est Boutsielé qui l'emporte, je crois, de beaucoup aussi également. Beaucoup de votes. Boutsielé qui remporte du coup cette première place. Devant Fall à la deuxième place, Chassan à la troisième place et Corneli. J'arrive plus. Corneli. Petre Corneli. À la 4e place. Pour moi, ça se départage comme les ailiers forts, ça se départageait entre les deux premiers. Je sais pas ce que vous en pensez sur votre côté. J'aurais dit 3. Ah ouais. Tu vois, par exemple, Chassang, il a un impact statistique qui est moins important que les deux autres, mais il est beaucoup plus polyvalent, je pense. Tu vois, par exemple, au niveau du jeu de passe, pour un poste 5, il a un super jeu de passe. Et on le voit, par exemple, au plus-minus, où en général, c'est un des meilleurs Dijonnais. En gros, le plus-minus, finalement, c'est la stat qui montre le joueur qui a le plus d'impact dans le match, et c'est souvent lui qui en a une bonne. Et pour Corneli, moi je pensais que le départ de Shannon Evans
aurait eu un plus gros impact au niveau statistique sur ses stats. Au final, ça va. Il continue à garder des statistiques plutôt bonnes par rapport à ça. Mais... Voilà. Voilà. C'était un petit mot sur Boutsielé, on l'a eu en plus. Ça fait plaisir d'avoir un joueur qu'on a eu en invité. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir. Boutsielé, bah oui, pour moi c'est logique, parce que c'est quand même un poste 5 très athlétique, il est costaud dans la raquette, donc moi personnellement j'aime bien voir ce joueur jouer. Après c'est sûr que niveau lancer franc, niveau 3 points, il n'est pas très très fort, ça c'est des points améliorés, mais pour moi oui, Boutsielé c'est logique, même si j'aurais aimé voir Petr Corneli aussi, que c'est quand même un bon poste 5 que j'aime bien, très polyvalent aussi et très bon dunker. Ça peut montrer aussi, je rajoute, je sais que je prends beaucoup la parole, mais ça peut montrer, ça montre aussi que si on hésite sur chaque poste, ça montre la très très grande qualité et l'augmentation de la qualité des JFL aussi, qui deviennent de plus en plus dominants. Donc les JFL, ça veut dire joueurs formés localement, donc c'est les Français plus les étrangers qui ont passé plus de 4 saisons entre leurs 18 et qui ont joué plus de 4 saisons et qui ont eu 4 licences du coup. Entre leurs 16 et leurs 22 ans, il me semble. Je crois que c'est ça, le règlement LNB, alors que pour la FFBB, c'est un petit peu différent, c'est de 16 à 21 ans. Et ça montre aussi qu'on a des joueurs qui sont de plus en plus performants dans le championnat et on ne peut que s'en réjouir. Du coup, j'allais dire, petite fun fact, Corneli, qui est né à Calais. Je voulais le placer. Bah écoute, À côté de chez moi, voilà. Et juste Ouais. bizarrement, on n'a pas vu un seul joueur de Cholet. C'est vrai. Simplement pour la bonne et simple raison que j'ai fait mes calculs, mais genre Cholet, c'est l'équipe qui accorde le moins de temps de jeu à ses JFL depuis le début de la saison. Donc c'est logique. Makundu et Carlton Dimanche qui joue plus du tout presque avec l'équipe pro. Donc C'est ça. c'est Il joue quoi, logique. il joue avec les U10, avec les espoirs ou Non, même plus, il joue même plus avec les espoirs, je crois. bon bah C'est juste il a pas de temps de jeu, Counter le fait jamais jouer, parce que Counter il est pas trop axé sur Carlton, il l'aime pas trop, on va dire. moi j'ai des contacts pour lui en National 1 ou en Pro B qui pourraient être intéressants vraiment. Où il pourrait avoir une belle enfin franchement il va en Pro B l'année prochaine, il prend ses 30 minutes par match, ça régale hein. Bah en vrai Bah, ça, ça serait bénéf pour lui quand même, hein. Parce que là, Et, Cholet, il joue pas, il fait rien. il fait là, Etienne, il fait des recrutements pour. l'agent de pour Quimper. joueur, il est là l'agent de joueur. Non mais en plus non, ça m'étonnerait, je pense que Pontance va rester l'année prochaine et j'espère que Billy Novak va rester. Non mais après NM1 ça me paraît encore enfin c'est un trop bas niveau pour lui, enfin ça lui permettra pas de progresser. Donc plus Pro B et ouais t'auras des belles opportunités en Pro B pour lui l'année prochaine, ça pourrait lui permettre de Boulazac. Boulazac ou le BCM, on sait jamais. Hein. Exagère pas, on arrive dans le top. Là. Non mais je pense que vous avez... Non, par rapport à ça, d'ailleurs, je sais pas si on l'a dit, mais Chalon a gagné. Du coup, ils sont à 4 victoires, parce qu'ils ont gagné contre Limoges. Et donc, moi, je mise plutôt sur un Boulazac Rouen qui va descendre cette saison. Aussi, je pense que ça va être les deux. Sincèrement. À moins un retournement de situation, mais bon, sincèrement, je pense que ouais, ça va être Boulazac sûr. Rohan, ouais, je pense aussi. Rouen Po, ça va se... Ouf. Ça va se fighter, quoi. Et puis BCM 8ème. Allez, bref. Du coup, Oh le lourd. on va finir du coup avec cette chronique avec directement, du coup, je vous mets le 5 directement devant vous. Donc je vous fais un petit récap avec Julien à la main. Cordinier en tant qu'arrière, William Howard ailier, Mathias Le Sort en ailier fort et en pivot Jerry Boutsielé. Donc voilà, juste pour finir vraiment très rapidement, vous mettez une note sur 10 de cette équipe. Est-ce que vous fait rêver cette équipe? Ouais, franchement, ouais, elle me fait rêver, juste dans les matchs... Non, rien. Non, mais... Ouais, franchement, c'est des joueurs que j'aime bien, et puis il y a tout, c'est complémentaire, je trouve, quand même. Donc, putain, juste une équipe comme ça en sélection France, en plus, il y a pas mal de jeunes, là, 2-3 jeunes, là. Oh, tu les mets là, franchement, c'est un régal, moi. Je signe. Plus pour les éliminatoires que les Jeux Olympiques, quand même. Hein? Tu dis l'équipe, tu as parlé de l'équipe de France, non?
Non, 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 enfin, Non, pas, non, pas en équipe de France. Pour le All-Star Game, il a dit. Ouais. Il y a cette équipe-là, mais au final, c'est pratiquement l'équipe qui est alignée pour les éliminatoires d'équipe de France ou les fenêtres de qualif. Hein. Ah ouais, bah, enfin, ouais, bon, après... Bon, l'équipe de France, c'est une marche au-dessus, mais enfin, finalement, c'est face au Monténégro... Non, c'était quand? C'était la Grande-Bretagne? Qui a une équipe... Monténégro, Grande-Bretagne, ouais. Ouais, qui a une équipe enfin, similaire, là. Ouais. Bon, allez, une petite qualif d'équipe de France avec ces 5-là, et puis... C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah écoutez, bah je pense on en a fini avec ce focus du coup. On va commencer directement avec l'invité Louis. Donc c'est parti avec l'invité de Louis et l'entretien de la semaine. Je l'ai fait pour Étienne, du coup. C'est pour le montage, ça y est. Putain, comme ça on met l'entretien à la fin. Il radote, hein, le type. Ah, je pense que... Il a refait l'émission, je te sais. Puis là, il fait, bah il est où, Louis? Bah, il est pas là. Bah, attendez, on va finir l'émission. Fini l'interview avec Louis, j'espère que ça vous a plu. On a fini l'émission, on va finir sur ça du coup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter dans les commentaires. Incroyable. Et partager si ça vous a plu. Vous abonner également pour pas louper les prochaines rediffusions. Donc là, bien sûr, là c'est une émission exceptionnelle. Donc ça a été, on s'en excuse encore de ce qui s'est passé, qu'on n'a pas été en live, mais du coup la rediff sur YouTube, on vous promet que ça ne recommencera plus. Donc merci à vous trois, merci Colin d'avoir été là, ton retour. De rien, pas de soucis, ça fait toujours plaisir de venir le mercredi et puis de parler basket. Merci à toi Antoine d'avoir remplacé Flavia. Bah écoute, c'était avec plaisir, enfin, encore une fois remplacé, non, c'est pas avec plaisir, mais bah, ça me fait plaisir d'avoir été avec vous ce soir. Bah, tu vas pas nous la faire à nous, t'es très content quand on t'envoie un message. Oh Flavien est pas là, oh Ah Louis bah, est pas là. surtout quand tu me dis Flavien est pas là. Non, oh le pauvre, il va voir que je le tacle, que je fais que le tacler alors qu'il a rien demandé, le pauvre. Bah merci à toi d'être venu du coup, et puis bah Merci vraiment beaucoup. là vraiment peut-être à la prochaine, on verra bien dans les prochaines émissions. Et puis bah merci à toi aussi Étienne d'avoir été aussi présent avec nous ce soir également. Moi, normalement, la semaine prochaine, c'est pas sûr que je sois là. Donc, t'auras encore l'occasion de venir. Vraiment, genre vraiment. Ouais, bah, je suis en période de partiel, donc je préfère me concentrer sur les partiels. Bon, Let's go Antoine. c'est parti. Cette semaine, je fais la régie, du coup. Chaque semaine, c'est mon rôle, il change, je sais. En fait il upgrade à chaque fois. La prochaine fois, je suis directeur. Chroniqueur. Après il avait sa chronique, semaine prochaine régie et après il prend ma place. Donc voilà l'équipe, merci d'avoir suivi, puis bah du coup on se retrouve mercredi prochain sur Twitch. Passez une bonne semaine et puis à très vite. Tchuss, salut tout le monde. Salut. Salut.